Je viens d'une lignée de femmes entrepreneurs, une lignée d'entrepreneurs au féminin. Moi, je suis psychologue clinicienne, donc je me spécialise en santé psychologique. Être en santé psychologique, c'est un état de bien-être qui nous permet de réaliser nos projets, de faire face aux obstacles, de s'épanouir, de s'investir dans sa communauté, dans ses relations. Globalement, quand on est en bonne santé psychologique, on est bien puis on fonctionne bien. Okay? Bon, puis le continuum, on perd de la santé, éventuellement, on peut être fragilisé. Bon, on peut voir apparaître des symptômes. On dort moins bien, notre appétit change, notre énergie est plus basse, on a des difficultés de concentration, on a moins envie de voir des gens, on peut se mettre à avoir des douleurs. Et souvent, ça va se faire graduellement. On passe de la santé. Comme je dis, c'est pas tout d'un coup là, qu'on tombe malade. Là. De façon générale, on va voir des signaux. Puis éventuellement, on peut avoir une mauvaise santé psychologique. Puis là, on va parler d'une difficulté à fonctionner. Au niveau du continuum, quand on est malade, ben là, on fonctionne plus. On n'est plus capable de se lever le matin, plus capable de réaliser nos objectifs, atteindre nos résultats. Là, on peut même se mettre à avoir des idées noires, à vivre beaucoup d'anxiété, des crises de colère. Mais c'est un continuum. Fait que ça, c'est la santé psychologique. Versus un trouble de santé psychologique, les deux peuvent être interreliés, mais les deux peuvent ne pas être connectés. En ce sens que on peut avoir une mauvaise santé psychologique sans forcément avoir de trouble psychologique. Et à l'inverse, on pourrait avoir un trouble psychologique, par exemple un trouble bipolaire. Mais si on se soigne, qu'on contrôle notre humeur, qu'on met les bonnes pratiques en place, on peut avoir un trouble, mais avoir une excellente santé psychologique. Les entrepreneurs sont, de par la nature de l'entrepreneuriat, ils sont exposés peut-être un petit peu plus justement, on parle de facteurs de risque qui sont propres à l'entrepreneuriat, puis qui sont, c'est des humains, ça reste des humains, fait que les mêmes facteurs de risque qui s'appliquent à tout le monde au niveau de la santé psychologique. De façon générale, au niveau des facteurs de risque, la précarité financière, c'est un facteur de risque au niveau de la santé psychologique. Ça, c'est pour tout le monde. Okay, par exemple, mais les entrepreneurs, ils ont une pression financière supérieure en général à la population générale, parce que ils peuvent avoir de l'endettement, ils peuvent être dans des capital de risque, ils ont des engagements puis ils ont des attentes, par exemple au plan financier, qui sont propres à l'entrepreneuriat versus la population en général. Mais il reste que la précarité financière, c'est un facteur de risque. Mais comme je dis, les entrepreneurs vont être un petit peu plus exposés. Puis quand on regarde les facteurs de stress, les causes de stress chez les entrepreneurs, la pression financière, c'est le premier facteur de risque qui sort en général. C'est le premier facteur de stress pour eux. Fait ça, c'est ce qui peut les distinguer de ce côté-là. Les entrepreneurs sont exposés à beaucoup de pression sociale. On s'attend d'un entrepreneur qui génère de la richesse. On s'attend d'un entrepreneur qui génère de la croissance. On s'attend de lui qui réalise de grandes choses. Fait qu'il y a cette pression-là qui est, comme je dis, en général, on peut ne pas être entrepreneur puis vivre cette pression-là. Mais notre société s'attend beaucoup de nos entrepreneurs. C'est eux qui bâtissent notre société, c'est eux qui la créent aussi. Les entrepreneurs créent un peu le futur parce qu'ils ont une vision, ils voient le futur. La solitude, peut amener une gamme d'émotions, là. Mais je dirais qu'il y a peut-être une émotion qui va prédominer. La solitude va amener des sentiments un peu plus dépressifs. C'est un peu ça le risque. L'isolement peut amener des symptômes dépressifs parce qu'on a besoin d'être en relation. Le fait d'être isolé, ça devient un facteur de risque parce que l'humain n'est pas fait pour évoluer puis grandir tout seul. Puis, on l'a vu au niveau de la pandémie, là, quand on a été confinés puis qu'on s'est retrouvés tous un peu tout seuls, ça a été excessivement difficile. On n'est pas fait pour ça. Même si on est introverti puis qu'on apprécie la solitude, on a besoin des autres. Fait que là, le fait d'être isolé, je dirais, c'est comme je dis, ça peut amener de l'anxiété, mais ça peut amener du désespoir, ça peut amener de l'impuissance. Je me retrouve tout seul, est-ce que je peux m'en sortir face à ce que je vis? Fait que, comme je dis, ça dépend d'une personne à l'autre, mais j'aurais tendance à dire ce que moi j'observe, la solitude va amener des sentiments un petit peu plus de cette nature-là. Apprécier les plateaux, le développement là, entrepreneurial,
Puis humainement parlant, c'est des plateaux. Hein. Mhm. On évolue, on se développe. À un moment donné, il y a un plateau. Puis on en a besoin de ces plateaux-là. Les entrepreneurs, ils l'ont visualisé, le point de réussite. Ils se sont imaginés, ils se sont projetés dans quand je vais avoir réussi, là, ils vont avoir des objectifs financiers. Ils vont avoir un type de réalisation, type de produits qu'ils vont avoir créés, qu'ils vont avoir mis en marché. Souvent, ils se sont... Et souvent, ils ont rêvé d'être dans cette posture un peu plus stratégique. Souvent, ils se projettent là, et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être dans une situation un petit peu plus stratégique, moins opérationnelle. Parce que là, souvent, là, je vois des entrepreneurs, ça fait 5, 10, 15 ans, là, ils ont eu 2 mains dans les opérations, ils ont eu 2 genoux dans la gravelle, puis et ça fait des années que ça dure, puis ça fait des années qu'ils sont essoufflés. Et là, éventuellement, ils comprennent qu'il faut mettre en place des choses, il faut déléguer, il faut se monter une structure qui va permettre de responsabiliser des chefs d'équipe ou des directeurs pour que l'entrepreneur soit capable, lui, de s'élever à un niveau plus stratégique. Et souvent, ils l'ont visualisé, ça. Ils l'ont rêvé. Mais quand ils arrivent là, il y a une perte de repère par rapport à comment je mesure ma réussite ou ma contribution. Parce que pendant des années 5, 10, 15 ans, ils évaluaient leur réussite sur les problèmes opérationnels qu'ils réglaient. OK, problème, solution, tu sais. C'est des gens pleins de ressources, les entrepreneurs, là. Et là, souvent, pendant des années, leur reconnaissance qu'ils se donnaient à eux, c'est vraiment je résous des problèmes. Je suis là, je suis la ressource principale de l'entreprise. On vient vers moi quand on sait pas quoi faire, qu'il y a un problème qu'on sait pas régler, on vient vers moi, je le règle. Fait que c'est plus concret comme mesure de la réussite ou de la contribution. Et là, à un moment donné, quand l'entrepreneur s'élève, puis il a mis en place ce qu'il faut, puis là, il y a comme une stabilité qui s'installe, puis il est capable de se dégager un petit peu plus des opérations. Souvent, il va avoir une espèce de sentiment de vide. De se dire, mais là, à quoi je sers, moi, dans mon entreprise maintenant? À où ma contribution maintenant? Fait que c'est là où, tu sais, pour un peu revenir à ta question, qu'il faut redéfinir, il faut que les entrepreneurs redéfinissent leurs critères de réussite, leurs propres indicateurs de contribution. Mais là, c'est plus aussi opérationnel. C'est plus au niveau de la vision, au niveau des prochains projets, tu sais, de l'innovation. Parce que faut être capable de se dégager, là, un peu des opérations pour être capable d'innover. J'en ai peu rencontré qui n'avaient pas une grande charge de travail. Et de façon générale, les entrepreneurs sont capables de gérer une bonne charge de travail. Tu sais, ce qui a fait qu'ils sont devenus entrepreneurs, souvent, c'est leur sentiment de compétence, leur sentiment d'auto-efficacité, leur autonomie, fait que leur capacité à prendre les choses en main, à prendre les choses en charge. Fait qu'ils sont capables de gérer une forte charge de travail. Mais tout ça a une limite, à un moment donné. Gérer une forte charge de travail et ne pas prendre soin de soi au niveau de sa santé. Ne pas, par exemple, avoir des bonnes habitudes de vie. Il faut que ce soit compensé pour trouver un équilibre. Okay? Parce qu'il y a des entrepreneurs, ils aiment ça. Moi, j'en rencontre, là, ils aiment ça travailler, ils aiment ça être occupés. Ça leur fait pas peur, mais là, le problème vient, c'est quand il n'y a pas d'équilibre, quand c'est pas balancé par prendre du temps pour se reposer, s'assurer de dormir suffisamment, manger, prendre soin de sa santé physique, faire du sport. Tu sais, si c'est pas contrebalancé par, justement, prendre soin de soi, là, ça peut devenir un problème. La charge de travail va devenir un problème aussi si c'est combiné à un manque de ressources dans l'entreprise en tant que telle, que là, l'entrepreneur qui a déjà une charge élevée doit compenser pour un manque de ressources à l'interne. Là, ça peut venir dangereux. Parce que, tu sais, les facteurs de risque qu'on nomme peuvent éventuellement devenir des facteurs de protection aussi, ça, André. Si on parle de la solitude qui est un facteur de risque, mais savoir bien s'entourer, c'est un facteur de protection. T'sais. Fait que là, et la charge de travail, je dirais que dans notre société, là, c'est un facteur de risque pour tout le monde. Qu'on soit entrepreneur ou pas, c'est un facteur de risque. Les entrepreneurs, comme je dis, leur charge de travail est peut-être un peu plus, souvent plus élevée. Un peu plus travaillant. Oui, c'est ça. Fait que là, mais c'est un problème. Mais
ça reste viable si on met en place les bons facteurs de protection. Là, j'ai nommé, tu sais, s'entourer, prendre soin de soi, conscience de soi. C'est tout ce qu'on évoquait tantôt au niveau de la gestion des émotions, être conscient de soi. Développer sa conscience de soi, ça va devenir un facteur de protection parce plus on est lucide par rapport à nous-mêmes, plus on est lucide par rapport à nos limites. Parce que c'est ça l'enjeu au niveau de la charge de travail, c'est d'être capable à un moment donné de reconnaître la limite. C'est valorisé dans notre société d'être très occupé. C'est valorisé d'être efficace. Puis tu sais, on s'attend qu'un entrepreneur soit efficace, mais il y a une différence entre efficacité puis réelle productivité. Okay? On confond un peu les deux. Dans notre société, on valorise d'être occupé, d'avoir un agenda à côté, d'avoir une to-do list infinie, puis on valorise les actions. Un courriel envoyé, un appel retourné. Tu sais, on valorise l'efficacité, donc faire beaucoup d'actions. C'est excessivement valorisé, là. Et fait qu'on s'attend un peu à ça aussi, nos entrepreneurs. Mais le piège là-dedans, c'est que si on adhère à ça, on reste en surface souvent. On va faire du travail de surface. T'sais, on va être dans beaucoup de petites actions, mais le vrai travail de profondeur qu'un entrepreneur a besoin de faire pour élaborer des stratégies pour son entreprise, clarifier sa vision, puis voir comment il peut la déployer, puis innover, ça prend de l'espace mental. Fait qu'il y a la charge de travail, mais il y a la charge mentale. Puis un entrepreneur, il a besoin d'espace pour être productif, c'est-à-dire faire les bonnes choses pour atteindre les bons résultats. Fait que là, il y a comme un écart entre ce qu'on valorise puis ce que je pense qu'un entrepreneur a réellement besoin de faire. C'est très propre à chacun, là, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose que je fais, de dire là, faut que tu t'assures d'être en train de faire les bonnes choses. Parce que c'est là que tu as de la valeur ajoutée comme entrepreneur dans ton entreprise. Et le cerveau, il aime beaucoup ça. Tu sais, d'avoir ces moments-là de calme un peu pour réfléchir, mais vraiment faire un travail plus analytique, un petit peu plus en profondeur. C'est là que l'entrepreneur va trouver les vraies réponses, les vraies solutions aux problèmes auxquels il fait face. Puis le cerveau, au niveau de la santé psychologique, aime ça. C'est excessivement épuisant pour un cerveau d'être dans être occupé, là. Faire des tâches, des micro-tâches. Oui, être affairé, puis passer d'une tâche à l'autre, là, un petit courriel, on répond, ah, c'est vrai, j'ai oublié ce dossier-là, je vais aller écrire quelques notes dans mon dossier. Ça, là, ça épuise le cerveau. Il faut jamais perdre de vue aussi que, tu sais, la santé psychologique ou l'équilibre de vie, c'est pas une destination à laquelle, à un moment donné, on arrive. Puis on dit, voilà, bingo, j'ai trouvé ma recette. J'ai trouvé ma recette, puis voilà. L'équilibre, c'est un mouvement. La santé psychologique, on l'a nommé, c'est un mouvement aussi. On a envie tous des moments plus difficiles. Mais l'idée, c'est de surveiller le mouvement pour pas s'en aller vers de la maladie, un enjeu de santé psychologique. Il faut surveiller le mouvement, il faut rester en mouvement, puis s'assurer de mettre en place pour ce qu'il faut pour rester en santé. Puis rester bienveillant envers soi-même par rapport à son propre mouvement. C'est normal qu'il y ait du mouvement, puis qu'on ait des moins bonnes journées, puis qu'il y ait des bonnes journées. Fait que tu sais, de faire preuve de bienveillance aussi envers soi, là. Mais merci beaucoup pour cette belle entrevue. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci, Amélie.